Donc, bonjour à tous. Donc, on va reprendre avec la deuxième séance des conférences. Et j'appelle Dr Hamdi Boubakr pour nous parler du traumatisme du rachis. On va l'aborder de point de vue urgentiste et ce n'est pas de point de vue orthopédiste ou neurochirurgien. Donc, le traumatisme de rachis cervical, c'est un traumatisme qui est plus ou moins fréquent. Ça touche 50% de lésions associées, ça c'est déjà précisé dans une étude qui a été publiée dans le New England en 2000. Et en plus de ça, la variation du traumatisme, ça diffère en fonction des étages. Et l'étage le plus touché concernant le traumatisme de rachis, c'est l'étage cervical. Et ça s'explique par le rachis cervical, c'est un segment qui est très mobile, parce qu'on a un tige qui, sur lui, il a un boule, donc il est très mobile, et pour cette raison, ça explique la fréquence du traumatisme de rachis cervical qui dépasse les 50% de l'ensemble. Et concernant aussi l'étage cervical, parce que l'étage cervical, il est divisé en deux parties, on a l'étage cervical supérieur, il y a le C1 et le C2, et l'étage cervical inférieur, c'est à partir de C3. Et les lésions les plus fréquentes, elles se trouvent entre C5 et C7. Ça présente un tiers de lésions médico-chirurgicales au niveau de l'étage cervical. Et les autres, ils sont moins fréquents concernant la charnière dorso-lombaire. Alors, la prise en charge des traumatismes de rachis cervical, elle était récemment améliorée grâce à l'intervention du SMUR sur le lieu de travail. Sur le lieu de l'accident, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est important. Et le rôle du SMUR, surtout, de prévenir l'aggravation des lésions, et surtout grâce à l'immobilisation précoce. Et aussi, ça nous permet d'orienter les patients vers les structures qui sont bien adaptées pour gagner du temps et pour éviter les lésions, surtout traumatiques de rachis qui sont secondaires. Et en plus de ça, cette prise en charge préhospitalière, elle est consolidée par la prise en charge, surtout aux urgences, aux salles de déchocage, et aussi au niveau de réanimation pour améliorer les pronostics moteurs du patient. Quand on a un patient qui est victime d'un traumatisme de rachis cervical, l'objectif essentiel, c'est de déterminer est-ce que le patient il a uniquement une lésion osseuse ou avec cette lésion osseuse, il y a une lésion médulaire. Une fois on a suspecté une lésion médulaire, donc l'objectif du médecin smurus urgentiste, d'essayer de ne pas aggraver cette lésion grâce à une stratégie qui est basée sur une priorité qui commence par l'immobilisation. Et après ça, il faut stabiliser les constantes vitales. Et en plus de ça, il faut toujours, devant un traumatisme de rachis, il faut toujours y penser à ce que le patient il présente d'autres lésions, surtout dans le cadre d'un polytraumatisé. Donc, challenge pour un médecin urgentiste, quel que soit en préhospitalier ou hospitalier, il faut toujours y penser. Est-ce que cette lésion, il y a sous-jacente une lésion médulaire? Ça, c'est très important. Une fois on a détecté ou suspecté une lésion médulaire associée à un traumatisme de rachis, c'est comme le cerveau, il faut toujours lutter contre, ce n'est pas les axos, parce que les axos, c'est l'agression cérébrale secondaire d'origine systémique, mais plutôt de lutter contre les AMSOS. C'est l'agression médulaire secondaire d'origine systémique, c'est-à-dire toutes les lésions secondaires qui n'est pas en liaison directe avec le traumatisme de rachis, mais les autres facteurs, surtout systémiques. Et là, on doit souligner l'importance d'éviter l'ischémie médulaire. Et vous avez très bien sur le plan physiopathologique que la vascularisation de la moelle, ça dépend de la pression artérielle moyenne. C'est comme dans la perfusion cérébrale. Donc la pression de perfusion médulaire est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intramédulaire. Donc, comme je dis, donc, la prise en charge d'un traumatisme de rachis cervical, elle est basée sur une priorité. Et cette priorité, elle était bien soulignée à travers des années, et c'était bien l'objectif de l'American Neurosurgery Association dans la dernière publication concernant la TLS, le Spine Injury Protocol, c'était publié en 2016.
Et dans ce protocole, il n'y a pas de changement. Donc la prise en charge d'un traumatisé de rachis cervical, elle est basée sur le principe A, B, C, avec l'immobilisation. Donc toujours, il faut immobiliser le patient, il faut essayer de libérer les voies aériennes, il faut assurer une ventilation adéquate, une circulation pour éviter l'ischémie. Après avoir stabilisé donc, les états respiratoires et hémodynamiques, à ce moment-là, il faut faire un examen neurologique bien détaillé, qui était bien codifié. Et au moment du bilan qui est donné par l'examen neurologique, à ce moment-là, donc on va indiquer donc, la nature des examens radiologiques. Est-ce qu'on va faire des examens radiologiques standards ou il faut faire du scanner? Donc, concernant l'immobilisation, ça fait plusieurs années on a pensé que l'immobilisation avec un collier cervical qui était bien adapté, comme cela qui se trouve sur le slide, le diapo. Donc, on a pensé que le fait d'immobiliser les patients avec un collier cervical qui répond à une immobilisation avec une fixation mandibulaire et aussi une fixation occipitale, ça nous permet d'éviter l'immobilisation du rachis cervical. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'un collier cervical, ça nous permet de voir une flexion du 30 degrés, une extension du 30 degrés et aussi une rotation. Donc, même parfaitement positionné, on peut avoir une mobilité de rachis cervical avec un collier cervical. Et là, c'était prouvé par beaucoup d'études. Donc, celle-là, c'est une cohorte américaine qu'ils ont pris 2 patients. Il y a 2 patients américains qui étaient immobilisés sur le lieu de l'accident. Et une cohorte au niveau de malaisienne, ce sont 2 patients qui ont transporté sans avoir immobilisé. Et là, c'était la surprise de cette étude-là. Ils ont montré que les séquelles neurologiques, elles étaient fréquentes sur des patients qui étaient immobilisés par rapport aux patients qui ont transporté sans immobilisation du rachis cervical avec une différence qui est statistiquement significative. Et en plus de ça, pour chercher une explication physiopathologique à cette aggravation, il y a une étude qui a été publiée récemment en 2010, c'est une étude cadavérique. Ils ont pris 2 cadavres, chez qui ils ont fait une luxation entre C1 et C2, et chez ces cadavres-là, ils ont mis un collier cervical. Et ils ont constaté que le fait de mettre un collier cervical, il avait un déplacement de 0,7 à 1 cm de cette luxation-là. De même, ils ont montré dans une étude qui a été publiée en 2002 que le fait d'appliquer un collier cervical, ça permet d'avoir une hypertension intracrânienne. Et ça, ce sont 2 résultats qui étaient bien validés. C'est une méta-analyse où la plupart des études, une seule étude qui a montré une diminution de l'hypertension intracrânienne, mais la plupart des études, ils ont montré que le fait d'appliquer un collier cervical, ça permet d'augmenter l'hypertension intracrânienne. Alors, le fait de mettre un collier cervical, ça nous permet de prolonger aussi l'intubation orotrachéale, de faire des ulcères sur le point de pression, et parfois on peut avoir une paralysie du nerf mandibulaire, et aussi ça permet de diminuer le retour veineux et avoir des répercussions, surtout de la douleur, ce qui permet d'augmenter l'hypertension intracrânienne. Concernant aussi le plan dur, concernant le traumatisme de rachis lombaire, les études ont montré que le fait d'immobiliser les patients sur un plan dur, ça permet aussi d'avoir des conséquences néfastes concernant la capacité vitale fonctionnelle du poumon, ça diminue cette capacité, et aussi ça donne un risque d'inhalation parce que le patient il est immobilisé dans une position qui peut favoriser l'inhalation de liquide gastrique, et aussi ça permet de prolonger le temps de contracture de l'examen radiologique. Les messages à travers cette étude-là, ce n'est pas que l'immobilisation n'est pas indiquée. Mais là, il faut avoir une réflexion sur modalité, sur le moyen. Par quel moyen on doit immobiliser? Et ça, c'était l'objectif d'une recommandation qui a été récemment publiée en 2017 par une équipe scandinave. Donc là, ils ont montré qu'un patient qui est conscient, ce n'est pas la peine d'immobiliser de façon systématique, mais il faut baser sur une décision clinique qui s'appelle le NEXUS, le National Emergency X-ray Use of Sonography. Et en fonction de ça, si le patient n'a pas de critères Nexus présents, là, il faut avoir une position de confort juste un oreiller. Si le patient est présent de critères cliniques qui prédit qu'il a une fracture, là, il faut mettre un cal de la tête et ce n'est pas la peine de mettre un collier cervical.
De même, donc, si le patient il est inconscient, donc sur le même principe, il faut toujours y penser de le stabiliser dans une position de confort. Il ne faut pas faire une traction, il ne faut pas faire quelque chose qui va serrer, qui va déplacer une fracture jusqu'à la myconie, parce que là, c'est en pré-hospitalier. Il faut juste appliquer un calle-tête pour éviter le déplacement secondaire. Concernant l'immobilisation de rachis thoraco-lombaire, là, il faut éviter donc le plan dur, il faut le mobiliser, surtout qui est préconisé actuellement par matelas coquille. Donc là, ce sont des recommandations. C'est vrai qu'il n'y a pas, c'est l'unique recommandation concernant l'immobilisation. Donc là, il faut avoir une réflexion sur ces modalités de l'immobilisation. Une autre fois, je précise que l'immobilisation, c'est obligatoire aussi, mais il faut y penser aux moyens pour faire cette immobilisation. Et aussi, c'est pas, il faut toujours examiner le patient et se baser sur des critères cliniques qui étaient recommandés comme le Nexus pour préconiser l'immobilisation du patient. Donc, après avoir immobilisé le patient, il faut essayer de le stabiliser sur le plan vital. Et la stabilisation, elle est commencée par la libération de voie aérienne. Et la libération, ça dépend de l'état de conscience du patient. C'est un patient qui est conscient, il faut juste assurer une aspiration. Si le patient, par exemple, il est comateux, il n'arrive pas à protéger ses voies aériennes, c'est l'intubation. Mais là, il faut faire attention parce que c'était en 2007. Donc, Ellis a montré que le fait de pratiquer les manœuvres du Sulic chez un patient traumatisé de rachis cervical, ça peut engendrer un déplacement secondaire. Donc là, ce n'est pas préconisé de faire manœuvre du Sulic lorsqu'on va intuber le patient. Et aussi, il y a une étude qui a été publiée en 2006, elle a montré le fait d'introduire la lame pour l'intubation, ça nous permet de faire des déplacements secondaires. Donc le fait de faire insérer lame d'intubation, ça me paraît un déplacement qui est minimal. Le fait de faire une élévation pour voir l'épiglosse, ça permet de voir une rotation entre l'occiput et C1 et même une rotation inférieure concernant le C2 et le C5. Et le fait d'introduire tube d'intubation, ça permet d'avoir une rotation au niveau de l'occiput et C1. C'est-à-dire, le fait d'intuber le patient, il y a un risque qui est maintenant qui est validé au cours de cette étude-là, mais jusqu'à nos jours, il n'y a pas de moyens validés scientifiquement sur les modalités d'intuber le patient. Donc, il faut faire de façon sécurisée. Il faut avoir dans l'esprit le risque de l'intubation et la protection de voie aérienne, mais on n'a pas actuellement modalité qui est scientifiquement prouvée pour éviter ces problèmes de placement. Donc, une fois on a libéré le voie aérienne, il faut surtout assurer donc, une ventilation adéquate. Et l'intubation et la ventilation assistée, il est indiqué chez un patient qui est comateux. C'est un patient qui est incapable de maintenir une oxygénation adéquate ou c'est un patient qui est tétraplégique. Là, l'intubation, c'est systématique. L'objectif de la ventilation, c'est d'avoir une PaCO2, c'est 35 mm de mercure, et une oxygénation qui dépasse le 95% de saturation. Donc, le fait de libérer les voies aériennes, le fait d'assurer une ventilation adéquate, ça nous permet d'éviter l'ischémie médulaire. Mais le plus important pour éviter une ischémie médulaire, c'est d'avoir un état hémodynamique stable. Ça fait longtemps que les études ont montré que le fait d'avoir une pression artérielle moyenne qui est supérieure à 80 mm de mercure, ça nous permet d'avoir une perfusion médulaire adéquate et éviter l'ischémie. Et là, récemment aussi en 2010, ils ont bien consolidé ces données scientifiques anciennes. Ils nous ont dit qu'au moment de la prise en charge d'un traumatisme de rachis cervical, il faut toujours avoir une pression artérielle moyenne aux alentours de 85 mm de mercure. Et même si on va augmenter, il n'y a pas de danger sur la perfusion médulaire. Donc une fois on a stabilisé les patients, on a immobilisé, on a stabilisé sur le plan respiratoire. Sur le plan hémodynamique, là il faut faire l'examen neurologique. Et là je n'ai pas mis l'évaluation neurologique parce qu'en matière de traumatisme de rachis cervical, ce n'est pas l'examen neurologique standard. Donc, c'est l'évaluation de ASIA. C'est quoi l'ASIA? C'est l'American Spine Injury Association. C'est une charte, c'est un moyen qui a été validé par la société américaine concernant le traumatisme de rachis, et c'est international.
Et là, je me retarde un peu sur cette partie-là de ma présentation parce que sur notre pratique, aucune urgence applique cette modalité pour l'examen neurologique. Normalement, selon les recommandations de la prise en charge de traumatisme de rachis cervical, il faut avoir dans le dossier de patient cette cartographie de l'examen neurologique. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire le niveau de déficit neurologique et en plus de ça, ça nous permet de voir l'évolution du patient et l'amélioration. Donc ça, c'est le score, c'est cet outil-là. Il y a beaucoup de parties. On a l'évaluation motrice à ce niveau-là, donc des deux côtés, au niveau de gauche et de droite, et aussi on a l'évaluation sensitive. Donc pour l'évaluation sensitive, elle est basée sur la sensibilité tactile, et ça c'est le moyen, les matériels nécessaires pour le toucher. Et en fonction de l'évaluation des patients, on a trois catégories, soit absent, soit une sensibilité qui est altérée, normale, ou les patients, on n'arrive pas à le tester parce qu'il y a un trouble neurologique. Et aussi, on peut avoir l'évaluation de la sensibilité douloureuse. C'est à travers ce moyen-là, il faut l'évaluer. Et aussi, on a 3 ou 4 évaluations, soit absent, soit altéré, soit normal, ou les patients, on ne peut pas le tester. Pour l'évaluation sensitive, là, il faut marquer, à ce niveau-là, les niveaux, les derniers niveaux où la sensibilité est normale. Il faut toujours le marquer à ce niveau-là, il faut le cocher, le niveau sensitif. Pour l'évaluation moteur, donc là, sur l'outil de l'ASIA, ça marquait tous les parties. Par exemple, pour évaluer ce 5, il faut demander au patient de faire la flexion du coude. Pour évaluer, par exemple, le niveau AL5, il faut demander de faire l'extension de l'orteil. Et l'analyse, donc, elle est basée sur le 5 stades que vous connaissez très bien. 0, aucun mouvement volontaire. Et 5, c'est mouvement volontaire limité par un autre facteur qui est la lésion médulaire. Et là, sur la charte, sur cette carte-là, on va mentionner, c'est le dernier niveau où la force, elle est supérieure ou égale à 3. Il faut compléter l'évaluation sensitive et aussi moteur par l'examen anal. Et c'est très important l'examen anal. Pourquoi? Parce que c'est le moyen qui nous permet de savoir est-ce qu'avec le traumatisme de rachis cervical, on a une lésion médulaire qui est complète, oui ou non. Donc là, il faut le mettre le niveau anal. Et à la fin, donc avec l'évaluation de la sensibilité, la motricité et l'examen anal, on peut déterminer le niveau neurologique. Et là, on peut avoir une classification. Classification A, c'est-à-dire une lésion complète. Donc le patient, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas une force motrice. B, le patient, il a une sensibilité, mais il n'y a pas de motricité. C et D et E, c'est en fonction du pourcentage de muscles qui sont atteints. Donc, l'examen neurologique d'un patient traumatisé de rachis cervical, ce n'est pas une évaluation traditionnelle. Il faut se baser sur les scores de ASIA. Et récemment, c'était en 2016, donc la Société française de médecine d'urgence, elle a publié ça et elle recommande pour tout patient qui consulte aux urgences pour un traumatisme, il faut avoir dans le dossier l'outil d'évaluation, c'est le score d'ASIA. Et c'est un score qui a été validé sur le plan international. J'espère, dès maintenant, dans nos urgences, on doit avoir, avec un patient qui consulte pour un traumatisme de rachis, on doit avoir cette évaluation neurologique. Donc, une fois on a déterminé le niveau sensitif, est-ce que le patient il a vraiment un déficit neurologique, oui ou non? Là, il faut compléter notre examen clinique par une évaluation radiologique. Le bilan radiologique, maintenant, il était bien validé sur des critères cliniques qui étaient validés. Et le premier, c'est le nexus critère. C'est-à-dire, c'est pour un patient qui a un traumatisme de rachis cervical, il faut évaluer ces critères cliniques pour préconiser une radio de rachis cervical, oui ou non. Et ce sont des critères qui ont une sensibilité qui est très importante et aussi une valeur négative prédictive qui n'est pas négligeable. Et ça date depuis 18 ans. Et en plus de ça, c'est le plan pratique. Donc le fait d'appliquer le critère du nexus, ça nous permet de rater une lésion pour 17 000 patients. Ici, par exemple, un urgentiste, il va vécu 340 années d'activité. Donc, s'il va presque 50 radios par an en moyenne. Donc là, le fait d'appliquer ces scores-là en matière de traumatisme de rachis cervical, donc il n'y a pas de risque de patient et ça permet d'éliminer à 100% une lésion osseuse au niveau de rachis
cervicale. C'est quoi les critères? C'est les National Emergency Radiology Utilization Study. C'est-à-dire il faut avoir, est-ce que le patient il a une douleur cervicale postérieure? Est-ce qu'il y a une intoxication? Est-ce qu'il y a une altération d'état de conscience? Est-ce qu'il y a un déficit neurologique focalisé ou il y a un mécanisme de lésion qui est très, un cinétique très important? Si les patients il a ces critères-là, là il faut faire les examens radiologiques. Si les patients il n'a pas ces critères-là, il faut faire une radiologie. Il y a un autre critère radiologique, c'est le Canadian C-Spine Rule. Donc il est à côté de données cliniques. Ce score, il est basé aussi sur le mécanisme de traumatisme. Et ça, c'est un score qui n'est pas applicable pour les patients qui ont une altération de conscience. Ce n'est pas applicable si un patient qui a une altération de fonction vitale. On ne peut pas l'appliquer chez les enfants et aussi sur les patients qui ont une paralysie. Le fait d'appliquer le Canadian C-Spine Rule, ça nous permet une réduction de 18% des examens radiologiques pour un patient victime d'un traumatisme de rachis cervical. Il y a une seule étude qui a été publiée dans le New York qui a comparé le Nexus avec le Canadian Spine Rule. Il a montré une supériorité du Canadien par rapport au Nexus. Donc là, vous voyez très bien que la valeur négative prédictive pour les Canadian C-Spine Rule, c'est presque à 100%. Par contre, pour le Nexus, c'est 99%. C'est très important, mais les critères de Canadien, c'est plus discriminatif par rapport au Nexus. Ça, c'est pour le rachis cervical. Pour le rachis thoraco-abdominal, récemment, il y a une étude prospective qui a voulu faire, comme pour le rachis cervical, des critères cliniques qui permettent aux cliniciens de préconiser des examens radiologiques, oui ou non. Donc, c'est une étude qui est récemment publiée, donc était en 2015. Et là, ils ont montré que le patient doit avoir une douleur, une déformation, un déficit neurologique, un mécanisme violent. Chez quelqu'un qui est victime d'un traumatisme thoraco-abdominal, il peut avoir une lésion osseuse et ils ont élaboré cet algorithme-là. Donc chez les patients, il a par exemple un examen clinique qui est positif, c'est-à-dire il y a une douleur au niveau de rachis lombaire ou une douleur au niveau de rachis dorsal, une déformation en déficit, là il faut faire immédiatement une radiologie. Si l'examen clinique est négatif, c'est-à-dire il n'y a pas d'argument pour un traumatisme, là il faut se focaliser sur le mécanisme. Si les patients ont un examen clinique négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de douleur au niveau de rachis, mais ces patients ils présentent un mécanisme qui est violent, et maintenant la violence du mécanisme c'est codifié, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une chute de 3 mètres, vitesse qui excède de 100 km/h, le tonneau, donc ce sont des critères qui étaient validés pour définir un cinétique très violent. Si le patient il a un examen neurologique normal et il n'a pas de mécanisme mais qu'il est âgé, à ce moment-là il faut faire les examens radiologiques. Donc c'est une étude qui est au stade de dérivation, mais il faut la valider sur des populations et notamment sur la population tunisienne pour avoir l'apport de cet algorithme-là. Donc récemment, il y a une recommandation qui a été publiée en 2016 pour aider le médecin urgentiste pour la prescription des examens radiologiques. Concernant le rachis cervical, l'examen de première intention, c'est le scanner cervical et ce n'est pas le radio standard. Donc là, si les critères de Canadian Spine Rule sont positifs, là, il faut d'emblée recommander le scanner pour le rachis cervical. Si le patient il n'a pas de lésion du rachis cervical, mais par contre, il a une lésion au niveau du rachis thoraco-lombaire avec un déficit neurologique, quand même, pour ces patients-là, il faut faire un scanner cervical. Donc, pour le rachis cervical, c'est le scanner de première intention. Et aussi, il faut demander un scanner de rachis cervical. C'est le patient, il n'a pas de traumatisme de rachis, mais il a un traumatisme de rachis thoracique et ou lombaire avec un déficit neurologique. À ce moment-là, il faut demander un scanner de rachis cervical. Pour le rachis thoracique et lombaire, il faut toujours commencer par le radio standard. Si le patient il a les critères cliniques qu'on a décrits tout à l'heure, mais il n'a pas de déficit neurologique. Si le patient il a un déficit neurologique, à ce moment-là, il faut demander le scanner de première intention. Et pour cette raison, l'évaluation neurologique, toujours, ça vient avant les examens complémentaires. C'est quoi la place de l'IRM dans le traumatisme de rachis cervical?
Si on a une lésion médulaire probable sans anomalie radiologique, c'est-à-dire le patient il a un déficit sensitif ou un moteur, mais il n'y a pas de lésion traumatique osseuse sur le radiostandard ou le scanner, à ce moment-là, il faut demander l'IRM parce qu'on peut avoir une hernie discale traumatique, un hématome ou on peut avoir une décélération au niveau de la moelle. Et aussi, on peut indiquer l'IRM chez un patient qui a un déficit neurologique, mais sur le radiostandard, donc il n'y a pas de lésion traumatique, mais ce patient il présente de l'arthrose ou un canal lombaire étroit. À ce moment-là, il faut demander de l'IRM. La lecture sémiologique d'une radiostandard en matière de traumatisme de rachis cervical, elle est basée sur le principe d'ABC, c'est-à-dire il faut toujours analyser l'alignement. B, c'est les bandes, c'est l'os, le cartilage et le tissu mou. Donc là, c'est l'alignement, surtout, j'insiste sur la ligne de Schwizouk, c'est une ligne qui unit le cortical antérieur de l'épinette de C1 et C3. Si cette ligne-là, ça ne passe pas par la corticale antérieure de C2, c'est très probablement notre patient, il a une luxation entre C1 et C2. Et il faut bien retenir cette ligne-là parce que sur le plan rachis profil, l'exploration des C1 et C2, c'est très difficile. Donc, une fois cette ligne-là, ça ne passe pas par la corticale antérieure de C2, c'est très probablement le patient il a une instabilité entre C1 et C2. Le B, il faut toujours analyser l'os pour avoir surtout un tassement. Et aussi le C, c'est le cartilage. Et là, c'est la distance entre le dentoïde et la masse au niveau de C1. Donc là, à ce niveau-là, si on a une augmentation de cette distance-là, entre le dentoïde et la masse latérale au niveau de C1, c'est très probablement notre patient, il a une luxation C1, C2, c'est la fracture de Jefferson. Hamdi, est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? Ok, donc ça, c'est les tissus mous. Concernant la méduloprotection, donc ce qui est recommandé maintenant, c'est de faire une glycémie normale. Il faut toujours essayer d'avoir une glycémie normale parce que cette étude-là l'a montré. Le fait d'avoir une hyperglycémie en matière de traumatisme de rachis cervical, ça a un effet néfaste sur la récupération motrice. Et aussi l'hypothermie, c'est un élément clinique. Il faut toujours essayer de le valider chez un patient qui a un traumatisme de rachis et traumatisme médulaire. Donc il n'y a pas de place pour le corticoïde. Donc c'est une étude qui a été publiée dans le New England. Par contre, le corticoïde aussi, ça peut avoir deux effets secondaires. Donc en conclusion, donc, la prise en charge d'un traumatisme de rachis, c'est une prise multidisciplinaire qui commence dans le préhospitalier. Il faut avoir un centre spécialisé pour la prise en charge. Et la meilleure protection de la moelle, ce n'est pas les médicaments, il faut toujours respecter les algorithmes. Et merci. Merci, Dr Boubacar, pour cette présentation claire et pertinente. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait bien poser une question. Any questions? Hamdi, bon, il y a toujours la question du rôle du neurochirurgien dans les premières heures. Est-ce qu'on a une idée de ce que devrait faire un urgentiste avec le neurochirurgien durant les premières heures d'un traumatisme médulaire qui entraîne déjà un déficit moteur? Est-ce qu'il y a une chance de récupération? Est-ce qu'il y aurait une chance? Est-ce qu'il y a des études dans ce sens pour donner de l'espoir à beaucoup de jeunes qui sont victimes de traumatisme médulaire? Oui, concernant la méduloprotection, il y a les aspects pharmacologiques qu'on a parlé, et aussi c'est la chirurgie. Et maintenant, il était validé par beaucoup d'études. Il y a une méta-analyse qui a été récemment publiée en 2016, qui a montré le fait de prendre en charge rapidement les patients, c'est-à-dire dans les 6 heures, ça permet d'avoir une récupération. Ils ont comparé deux modalités en chirurgie, soit pharmacologie, c'est-à-dire le mannitol et tout ça, soit la décompression. Donc ils ont montré que le fait d'intervenir dans les 6 heures, ça permet de récupérer des déficits neurologiques chez les patients victimes d'un traumatisme de rachis. Donc l'indication neurochirurgicale est indiquée et aussi de façon rapide.
Merci Hamdi pour cette intervention. Donc la seconde, elle est intitulée donc comment réduire les radiographies non nécessaires aux urgences. Docteur Mariam Mahrouf de l'hôpital de Farah Hatchet. Bonjour, je vous remercie et je suis là pour vous parler un peu de la pertinence de nos prescriptions des examens radiologiques. Et donc, pour commencer, les examens complémentaires sont devenus un outil incontournable en médecine. En association en fait avec l'examen physique et l'interrogatoire, ils représentent actuellement l'un des piliers de la démarche diagnostique et l'imagerie médicale a connu vraiment d'énormes progrès depuis les années 90. Offrant un large éventail de ressources diagnostiques pour nous urgentistes qui sont utiles pour la gestion des urgences médico-chirurgicales. Mais la multiplication des options et surtout leur disponibilité croissante a conduit à une utilisation accrue de l'imagerie médicale et on en parle actuellement d'examens radiologiques non justifiés. Mais que veut-on dire en fait par examen radiologique non justifié ? Il faut préciser que la prescription ou la demande d'un examen radiologique, elle entre dans le cadre d'une prescription médicale. Et les deux principales règles de toute prescription médicale, c'est qu'elle doit être utile, bénéfique pour le patient et elle doit être sûre aussi pour ce dernier. Donc, un examen radiologique, pour qu'il soit bénéfique, pour qu'il soit utile, il doit apporter une réponse positive à la question clinique déjà posée par le médecin prescripteur qui va confirmer généralement la suspicion diagnostique, rarement la redresser et surtout, ça va dicter la prise en charge thérapeutique ultérieure. Donc, un examen radiologique qui n'est pas utile, en fait, est un examen non justifié. Et la justification, certes, elle repose sur l'indication même de l'examen radiologique, mais aussi il y a une justification du timing et il y a une justification technique. Du timing, ça veut dire que moi, urgentiste, je demande cet examen radiologique, je le veux et je le veux maintenant parce qu'il y a une urgence médicale ou chirurgicale à traiter. Et la justification technique, c'est que en tant que prescripteur de l'examen radiologique, il faut bien choisir la technique radiologique souhaitée pour mieux explorer ou répondre à la question clinique posée. À titre d'exemple, donc, il est vraiment totalement injustifié de demander une radiographie du crâne alors que la question de recherche est d'éliminer une hémorragie intracrânienne. Donc, la deuxième base de la prescription médicale, c'est la sécurité du patient. Et là, malheureusement, je pense que nous, prescripteurs, on oublie très souvent, en indiquant un examen radiologique, on expose notre patient aux radiations ionisantes avec tous les effets délétères qu'elles pourraient avoir sur les organes de ce patient. Et là, donc, les sociétés de radioprotection ont fait un appel, donc, vu l'exposition très importante aux radiations ionisantes au cours de ces 10 dernières années, et c'est dû essentiellement à l'explosion de la demande des examens radiologiques, notamment injustifiés. En effet, en Europe, 20 à 30% d'imagerie médicale est considérée non justifiée, 70% de radiographie standard, 23% scanographique et 10% échographique. Aux États-Unis, 20 millions d'examens tomodensitométriques et les prescrits et les demandés de façon annuelle et qui sont des examens non justifiés. Là, je vous propose un peu le résultat d'une étude qui a été menée dans un centre de niveau 3 en Amérique qui ont un peu analysé en fait toutes les demandes reçues dans leur service de radiologie, que ce soit par les médecins urgentistes exerçant dans les urgences et périphériques, et aussi par les médecins de première ligne. 457 demandes ont été analysées, 284 scanners et 175 examens par résonance magnétique, et sur les 457 examens, 118 étaient considérés non appropriés.
De même, c'est une étude qui a été publiée en 2012, menée en Corée du Nord. Et là, elle a un peu suivi l'évolution de la prescription des scanners, tout organe confondu, dans les salles des urgences, sur une période de 10 ans, allant de 2001 à 2010. Et là, vous voyez un peu l'explosion en fait de la demande scannographique, tout organe confondu. Donc de 2001 à 2006, il y a vraiment une augmentation de prescription des examens scannographiques de 255%, et les chefs de file, ce sont les scanners du rachis cervical et les scanners des massifs faciaux. De même aussi, c'est une autre étude qui est publiée qui a été menée dans un centre hospitalier américain, qui a peu aussi suivi l'évolution de la prescription des scanners cérébraux dans le cadre des traumatismes crâniens minimes et modérés sur 5 ans, de 2000 à 2015. Et là, vous voyez sur la courbe orange donc l'évolution de la prescription des examens de scanners cérébraux de 2000 à 2015. Et là, vraiment, on voit une flambée du nombre de scanners prescrits, indiqués, faits chez des patients traumatisés crâniens minimes et mineurs. Et là, il n'y a aucun impact sur l'évolution de nombre de lits d'hospitalisation, que ce soit dans des unités de réa ou dans des chambres simples. Et 30% des scanners demandés étaient injustifiés. Je reviens en Europe. C'est une étude qui a été menée en Pologne. Donc, et là, sur une période de 14 jours, les radiologues ont décidé en fait d'analyser les demandes de radiographie qu'ils ont reçues. Donc, 799 demandes de scanner, 269 demandes d'imagerie par résonance magnétique, et 7% étaient injustifiés selon les radiologues. Et là, ils ont un peu analysé les critères de la non-justification en fait de la demande. Et dans 48%, il y avait un problème d'indication. Donc l'indication, soit elle n'était pas bien précisée ou carrément elle était erronée. La Haute Autorité aussi de la santé, elle a un peu analysé en fait la prescription. Et là, je vous parle actuellement des radiographies standards. Et en France, les 2 radiographies standards les plus demandées en fait, c'était l'abdomen sans préparation et la radiographie du thorax. Pour l'abdomen sans préparation, dans 50% des cas, il est non contributif, aucun impact sur la prise en charge du patient. Pour les radiographies du thorax, elle était injustifiée dans 30% des cas. Nous, aux urgences Farhat Rachid, on a été un peu curieux en fait d'évaluer un peu nos prescriptions d'examen radiologique. On a mené une étude sur un mois en 2014. On a inclus 179 patients. C'était des sujets adultes âgés de plus de 18 ans, et on a exclu les patients qui ont été acheminés directement dès le triage vers la salle d'accueil des urgences vitales. Et sur les 179% donc, inclus, 80% ont eu des recours à des examens complémentaires. 60% c'était biologique et 49% c'était des examens radiologiques. 30% des examens radiologiques étaient vraiment non contributifs au diagnostic. Et le coût des examens complémentaires chez ces patients était de 8 798 000 dinars, dont 3 927 000 dinars étaient des dépenses pour des examens non justifiés. Donc, à part l'impact sur le coût financier, l'impact budgétaire, donc la prescription inappropriée d'examens radiologiques a aussi un impact sur l'organisation et le déroulement du travail au niveau du service des urgences. Donc, toute prescription d'examen non justifié donne lieu à un allongement du temps de passage des patients aux urgences. Donc, elle donne lieu à une insatisfaction des patients. Elle crée en fait des tensions parfois entre patients, famille et équipe soignante, ça c'est sûr. Et devant toute prescription d'examen inapproprié, il y a une charge de travail supplémentaire pour un personnel soignant qui est déjà submergé par ces tâches de travail et par le nombre accru de patients consultants aux urgences. L'impact aussi secondaire et qu'on oublie assez souvent, c'est en fait le risque de radiation ionisante pour le patient. En fait, on expose nos patients de plus en plus à des radiations ionisantes suite à cette demande d'examen complémentaire radiologique, surtout si c'est injustifié. Et comme je viens de vous dire, selon les autorités en fait de radioprotection, il y a vraiment une augmentation énorme de la dose
effectifs cumulés par an par individu, et c'est dû essentiellement en fait à l'augmentation des demandes d'examen, surtout scannographiques. Au niveau de cette courbe-là, vous voyez pour chaque pays européen donc la dose annuelle cumulée par individu. Et là, la couleur verte vous montre la contribution des examens scannographiques à cette dose totale effectivement cumulée par le patient. Et la couleur bleue, là, vous montre la contribution des radiographies standards. Donc, vraiment, il y a une sonnette d'alarme qui a été tirée par toutes les sociétés savantes de radioprotection concernant la prescription des examens injustifiés. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment rationaliser cette prescription d'imagerie médicale. Et là, ça sera sur essentiellement deux échelles. Premièrement sur une échelle individuelle et puis sur une échelle institutionnelle. Sur le plan individuel, nous, en tant que demandeurs d'examen de radiologie, donc il faut vraiment se poser quelques questions avant d'écrire noir sur blanc cette demande. La première, c'est est-ce que vraiment cet examen il est nécessaire pour mon patient? Et là, c'est la justification de l'indication. L'indication, elle doit être claire et le médecin doit poser clairement sa question de recherche clinique. Secondairement, il faut se dire, est-ce que le patient a déjà eu cette exploration, surtout dans un délai proche? Et là, il faut aller rechercher les résultats antérieurs. L'examen est-il nécessaire là, maintenant? Est-ce qu'il y a une urgence de le faire? Est-ce qu'il y a une sanction thérapeutique derrière? L'examen est-il adéquat? Et là, le choix du moyen. Est-ce que je fais une radiographie standard? Est-ce que j'irai faire le scanner ou même une résonance magnétique? Et là, il faut bien choisir le moyen pour répondre à sa question clinique. Il faut aussi bien écrire sa demande, bien donner les renseignements cliniques au radiologue, bien préciser la demande et la recherche pour que le radiologue peut nous aider et répondre positivement à la question de recherche. Et surtout, il faut se dire, est-ce que le patient n'a pas eu trop d'examens complémentaires radiologiques? Et là, malheureusement, nous, comme médecins, au cours des dernières années, on a vraiment tendance à faire plus de confiance dans les résultats en fait, des examens radiologiques plutôt que dans notre connaissance scientifique. À l'échelle institutionnelle, en fait, il faut commencer par évaluer la pertinence de nos prescriptions des examens complémentaires. Il faut faire un état des lieux, il faut préciser le pourcentage en fait, d'examens complémentaires inappropriés à l'échelle nationale prescrits. Il faut relever les inconformités et surtout estimer l'impact budgétaire de la prescription inappropriée de ces examens complémentaires. Tout ça va aider en fait après pour la rédaction d'un guide de recours aux examens d'imagerie. En fait, c'est un manuel qui contient des directives pour aider les médecins urgentistes dans l'indication et dans le choix de l'examen radiologique approprié. Ce sont en fait un manuel qui contient des situations cliniques bien protocolées, basées en fait sur les recommandations des sociétés internationales, sur peut-être des référentiels nationaux et en concertation avec les équipes locales. Chose qui a été déjà faite aux États-Unis depuis 1998, donc le collège de radiologie américain a déjà établi ses critères de pertinence de prescription d'imagerie médicale. L'Europe a suivi, donc, et depuis 2013, ils ont mis en application leur directive européenne de prescription d'examens radiologiques appropriés. Et tout ça dans l'optique de en fait, bien justifier la demande radiologique, réduire l'exposition aux rayons X nécessaires et surtout mettre donc, la prescription radiologique dans un cadre juridique clair. Donc, au final, c'est une balance. Il faut savoir peser le pour et le contre. Là, je vous donne des exemples du référentiel français, donc du guide de bon usage des examens radiologiques. Là, si je prends à titre d'exemple, là, vous voyez que les situations cliniques sont bien protocolées, bien définies. Il y a les objectifs qualité, donc quel examen choisir et dans quel délai le faire. Si je prends à titre d'exemple le traumatisme ici de la cheville, donc l'examen radiologique indiqué, c'est une radiographie de la cheville dans un délai de 4 heures suite au traumatisme. Et là, vous voyez qu'il y a un petit si.
Ben, le si, ça signifie qu'il faut aller checker les critères d'Ottawa pour voir réellement est-ce que ce patient a besoin d'une radiographie du rachis. Parce que s'il ne remplit pas les critères d'Ottawa, donc ce patient n'ira pas faire sa radiographie de cheville. En France, l'application de ces critères en fait, de pertinence de prescription d'examen radiologique a permis en fait, dans certains centres hospitaliers de réduire le nombre de radiographies de thorax injustifiées de 30% jusqu'à 3%. Mais ce n'est pas toujours le cas. Là, je vous donne l'expérience américaine dont les critères ont été établis depuis 1998. Là, c'est une étude qui a été menée en 2012 où le collège de radiologie américain a voulu évaluer en fait l'application et l'utilisation en fait de ces critères par les prescripteurs, par nous médecins, que ce soit urgentistes ou libéraux. Et là, quand vous voyez Et là, quand vous voyez, il y a moins de 3 en fait, médecins qui veillent à utiliser ces critères de bon usage de prescription, d'examen radiologique. Donc, il ne se fait pas d'émettre des critères, il ne se fait pas d'écrire des manuels, mais c'est très important de faire des mises à jour permanentes pour permettre aux médecins de suivre en fait toutes les nouveautés sur le plan scientifique, ça d'une part. Il faut aussi insister sur les formations continues de nos jeunes médecins, de nous médecins qui travaillent dans toutes les urgences, en fait, et veiller à rappeler les recommandations des sociétés internationales, parce qu'il y a vraiment des recommandations qui sont claires, qui peuvent aider à diminuer de façon très très impressionnante donc le recours aux examens injustifiés. Si je prends à titre d'exemple le traumatisme crânien minime ou modéré, il y a des indications qui sont claires pour pratiquer le scanner cérébral. Si je prends le traumatisme du rachis, il y a les critères d'Ottawa. Le traumatisme de la cheville, donc il y a les critères d'Ottawa pour réaliser ou non la radiographie. Comme a dit tout à l'heure mon collègue, il y a les critères Nexus essentiellement dans le traumatisme de rachis. Il y a le score d'Alvarado pour l'appendicite. Il y a vraiment beaucoup de scores, il y a vraiment beaucoup de recommandations des sociétés savantes qui, en les rappelant, en les appliquant, ça aide aussi à diminuer donc, le nombre inapproprié d'examens complémentaires prescrits. Il faut surtout une adaptation locale, il faut propager l'information et là, vraiment, il faut songer à vraiment établir un réseau informatique pour permettre cette propagation de l'information. Et surtout, il faut penser à émettre des indicateurs pour pouvoir évaluer l'application de ces consensus nationaux. Parler des examens complémentaires aux urgences injustifiés, je ne peux pas rater l'occasion pour parler de l'échographie aux urgences. Donc l'échographie aux urgences, elle permet donc de vraiment gagner du temps pour les examens complémentaires. Elle est non invasive, il n'y a pas de rayon X, elle est reproductible, elle se fait au lit du malade, elle fait partie intégrante de la démarche diagnostique. Donc, échographie aux urgences, je parle là essentiellement de l'échographie thoracique, cardiaque et de la FAST-écho. Et là, toutes les études qui ont été menées, surtout dans l'échographie thoracique, donc dit que l'échographie, elle fait mieux pour explorer la plèvre et le parenchyme dans les pathologies conventionnelles qu'on voit aux urgences, à savoir l'OAP et la pneumopathie. Pour conclure, pour terminer, une chaîne qu'il faut vraiment consolider pour garantir la bonne prescription des examens complémentaires. En fait, c'est la chaîne urgence radiologie. Donc, il faut vraiment consolider la communication et le dialogue entre médecins urgentistes et médecins radiologues. L'urgentiste se doit de bien préciser sa recherche, de bien préciser sa suspicion diagnostique pour permettre aux radiologues en fait, de se focaliser sur l'anomalie, de ne pas se perdre et d'aller créer d'autres pathologies pour se lancer dans un cercle vicieux d'autres examens complémentaires inappropriés. Et voilà, pour conclure, donc la prescription des examens radiologiques doit obéir aux recommandations scientifiques et doit être rationnelle, bien codifiée, intégrer une démarche
qualité soins et doit respecter les stratégies de limitation des examens inappropriés. Chaque médecin urgentiste est responsable de la qualité de ses prescriptions et des prescriptions de son équipe. Voilà, merci. Merci Mariam pour la clarté de l'exposé. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Je suis médecin d'Alger, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Les médecins généralistes et urgentistes font le bon travail, mais le problème qui existe, c'est toujours avec les spécialistes. Je vous donne un exemple de l'appendicite. C'est le médecin urgentiste qui fait le diagnostic. Mais une fois arrivé, on fait et la formule et l'examen clinique, bien sûr. Avant, c'était l'examen clinique, l'échographie, et vient le chirurgien, c'est lui qui demande et l'ASP et un scanner. Le réanimateur, pour l'endormir, il demande aussi une radio du thorax. Donc c'est toujours compliqué. Le médecin urgentiste font toujours de bon travail et c'est-à-dire on fait tout notre possible pour réduire les radiologies. Merci. Justement pour répondre à votre question pour la radiographie du thorax préopératoire, parmi les causes des radiographies injustifiées, surtout c'était en Suisse et en France, c'était la radiographie du thorax demandée de façon systématique avant d'opérer un patient. Et on a rien que par l'application des directives européennes, des normes de prescription, en fait, on a pu réduire le nombre de radiographies injustifiées thoraciques, donc préopératoires, de presque 40%. Donc là, vous voyez, donc vraiment écrire des normes, ça aide à réduire le nombre d'examens complémentaires. Là, vous parlez des médecins donc spécialistes. Oui, là, c'est vrai que parfois, on est confronté à l'entêtement des médecins spécialistes, mais c'est une question, en fait, d'un second niveau. Je vous donne l'exemple américain. Donc, les critères donc, qui étaient établis donc, par le Collège américain de radiologie, en fait, ils ont commencé par les médecins de première ligne, les médecins libéraux, généralistes, les médecins urgentistes, et puis 2 ans après, ils ont inclus les médecins spécialistes. Il y avait des réunions entre médecins de première ligne et médecins spécialistes pour se fixer sur quel examen demander et quand le demander, et ça a vraiment permis aussi de réduire le nombre d'examens complémentaires injustifiés demandés. Est-ce que l'AESP garde encore une place en matière de colique néphrétique? Pardon? L'AESP garde encore Je viens de vous dire qu'à 50%, c'est un examen non contributif et à 0% d'impact sur la conduite à tenir. Votre patient qui a une colique néphrétique, vous lui faites une AESP toute seule, vous ne pouvez rien trouver. Donc, soit un couple AESP écho, soit de façon différée non urgente, aller vers le scanner. Ok, une autre question. Tous les malades hospitalisés bénéficient d'une radiothorax. Est-ce que c'est justifié ou pas? Hospitalisés, pas en pré-op. Justement, c'est ce que je viens de dire à madame. Donc, en France, il y a beaucoup de pré-op ou d'hospitalisation, ça reste injustifié. Donc là, le fait d'écrire des critères, par exemple, je ne sais pas, mais en Belgique, à un certain moment, on a réduit le nombre de radiographies du thorax injustifiées, donc pour tous les patients hospitalisés. Là, il y a des critères pour faire la radiographie du thorax, donc à partir de 75 ans ou chez un patient qui a des antécédents respiratoires uniquement, pas pour tous les patients hospitalisés. Merci. Je suis médecin anesthésiste, j'exerce en Algérie, mais je pense que c'est la même chose chez vous en fait. Moi je me pose la question, est-ce que si on prescrit en fait beaucoup d'examens paracliniques, c'est parce qu'on est devenu moins clinicien, on se casse un petit peu moins trop la tête. Voilà. Deuxième question, est-ce que cette surprescription d'examens complémentaires vient du fait qu'elles émanent de médecins résidents, alors qu'il faudrait en référer à des seniors, c'est-à-dire comme pour la prescription d'antibiotiques large spectre, etc., où on est obligé de senioriser la chose, est-ce qu'il ne faudrait pas senioriser aussi la prescription d'examens paracliniques? Troisième et dernière question, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez nous, en fait, maintenant, c'est l'aspect médico-légal de la question, avoir peur de passer à côté de quelque chose, qui fait qu'on est en train de prescrire à tort et à travers des scanners et des échos. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie.
Donc pour la première question qui était en fait, je pense qu'on n'a plus confiance en nous en tant que cliniciens et c'est ce que je viens de dire. Donc la sixième question qu'on doit se poser avant de prescrire en fait l'examen radiologique, est-ce que mon patient n'a pas trop eu d'examen complémentaire. Là, il faut vraiment renforcer le côté clinicien. L'interrogatoire et l'examen clinique vous donnent parfois à 90%, pas parfois, majoritairement à 90% des cas le diagnostic. Donc oui, on est de moins en moins cliniciens et plutôt accru ou adeptes des examens complémentaires. Parfois, on se perd même dans les examens complémentaires parce que la question de recherche, elle reste tellement floue que le radiologue peut vous inventer une autre pathologie et là, il y a une déroute complète et d'autres examens complémentaires injustifiés et là, vraiment, le cercle vicieux. La seniorisation des demandes en fait ou des gardes, oui, ça a été évoqué dans la littérature, mais j'ai pas trouvé vraiment de résultats tellement significatifs lors de la seniorisation des demandes de radiologie aux urgences. Parfois même c'était un peu délétère justement par le côté médico-légal et juridique. Donc, lorsqu'on va demander au senior, donc là, ça se rend plus le côté médico-légal. Je dois éliminer cette urgence. Je ne peux pas laisser partir ce patient avec le risque de 0,001%. Et là, il y a eu un rebondissement. Et vraiment, il y a quelques études qui montrent que la seniorisation amène à encore plus de résultats de radiologie injustifiée, donc sous prétexte médico-légal. Voilà. Je ne sais pas si je peux enchaîner un peu. Pour la seniorisation des prescriptions, bon, c'est un constat d'échec finalement si on va jusque-là. En fait, c'est un problème de formation, tout simplement. Il faut former. Je pense que on a fait l'expérience au quotidien. Quand il y a un senior qui passe dans la visite, eh bien, presque le personnel paramédical est très content que les prescriptions d'examens complémentaires, biologiques notamment, diminuent de façon drastique. Donc en fait, c'est la formation qui manque. C'est pas la seniorisation, à mon avis, c'est pas, en tout cas, même sur le plan pratique, on ne peut pas le faire. On ne peut pas demander à tous les seniors de faire toutes les prescriptions. Donc, sur le plan pratique, ce n'est pas faisable. Mais tout simplement, il faut passer par la formation. Merci, Mariam. On passe à la troisième conférence. Donc, j'invite Dr Bouguila pour nous parler des urgences pédiatriques. Merci. Donc, je remercie le bureau de la Société tunisienne de médecine d'urgence de m'avoir invité. Ça m'a permis d'être parmi mes collègues et mes amis. Donc, on va parler aujourd'hui des urgences pédiatriques. Donc, les urgences pédiatriques, c'est un sujet qui est vaste. Donc, les urgences pédiatriques, vous savez que c'est innombrable. Voilà, au pointeur. Ok, merci. Donc, tous les chapitres de pédiatrie, on trouve des urgences. Quelle est la nature des urgences les plus susceptibles d'être observées? Donc, les urgences ventilatoires, tout ce qui est donc obstruction, dyspnée, détresse respiratoire, évacuation d'un corps étranger, tout ce qui est altération de l'état hémodynamique et cardiologique, l'arrêt cardio-respiratoire aussi. En neurologie, on voit beaucoup donc l'état de mal convulsif, les comas fébriles, tout ce qui est déshydratation et bien sûr la fièvre en elle-même, c'est une urgence avec l'hyperthermie majeure et maligne qui peut avoir des conséquences néfastes chez l'enfant. Et bien sûr, on n'oublie pas la traumatologie et les pathologies accidentelles. Donc, quelles sont les urgences qui sont les troubles les plus courants? C'est essentiellement les troubles respiratoires et tout ce qui est accidentel et traumatique aussi. Mais bon, l'urgence pédiatrie, elle ne voit pas beaucoup de traumatos, c'est plutôt les adultes qui voient les enfants qui consultent pour urgence traumatologique. Donc, quel est le rôle du médecin aux urgences? C'est essentiellement de reconnaître une détresse vitale. Il faut donc
savoir faire le diagnostic d'une urgence potentielle. Chez l'enfant, ce n'est pas toujours évident. Prendre en charge le patient en attendant les renforts, choisir les postures d'attente, mettre en place les soins urgents, adéquats et disponibles, et mettre en place, bien sûr, la surveillance adaptée en attendant le médecin spécialiste, le pédiatre ou le SMUR. Ça dépend de la localisation de l'enfant où il a consulté exactement. Et bien sûr, il faut savoir quand transmettre une alerte efficace. Bien sûr, c'est stressant, surtout devant un enfant, mais votre rôle est parfois, il est très déterminant. Les premières minutes, ça compte au début. Il faut réagir vite et bien. La prise en charge de première intention, elle est déterminante dans plusieurs pathologies. Il ne faut pas, donc il ne faut pas faire des acrobaties. Il faut, par exemple, ventiler au ballon, au masque, si on ne peut pas intuber un petit nourrisson, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est une intubation nasotrachéale et ce n'est pas facile à faire. Poser une voie intra-osseuse si on ne peut pas vraiment piquer un petit nourrisson aussi, plutôt qu'une voie intraveineuse, si l'enfant il est en hypovolémie. Il faut donner une nébulisation de bêta-2 mimétique plutôt qu'intuber devant un asthme aigu grave. Donc on commence par les séries de nébulisation, on va voir. Il faut bien peser les indications en préhospitalier, de donner, est-ce qu'il faut donner les benzodiazépines, à quelle dose, en matière bien sûr de convulsions brèves, avec le risque, avec ces médicaments de dépression respiratoire. Comment on reconnaît une urgence potentielle? Est-ce que devant une mère anxieuse, dis-moi, ça arrive souvent, une mère qui arrive, mon enfant il est fébrile, il est à 40, donc elle est affolée, un père agressif, il exige que son enfant il passe en premier, et ce n'est pas ça vraiment, bien sûr, qui va nous laisser passer cet enfant en premier. Quels sont donc comment on reconnaît l'urgence potentielle? Bien sûr, on évalue A, B, C, la liberté des voies aériennes, l'état respiratoire de l'enfant, la respiration, la fréquence, le travail respiratoire, le volume courant, est-ce qu'il est en hypoxie? Et bien sûr, il faut évaluer l'état hémodynamique par la fréquence cardiaque et les 4 P, évaluation du pouls, de la pression artérielle, la perfusion périphérique et la précharge. Il faut toujours évaluer l'enfant, agir et bien sûr toujours réévaluer dans les urgences. L'état hémodynamique, une petite parenthèse, il faut savoir que la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque dépendent de l'âge. Donc pour les petits nourrissons, la fréquence respiratoire, elle arrive jusqu'à 40, c'est normal, 30 à 40. Chez l'enfant le plus grand, 5 ans, c'est 20 cycles par minute. Pour les 14 ans et les grands enfants, ça ressemble un peu à l'adulte. Et bien sûr aussi, la fréquence cardiaque, elle dépend de l'âge. 130, c'est normal chez le petit nourrisson. 100, c'est normal chez l'enfant de 5 ans. Et le plus grand enfant, donc, ou l'adolescent, 70, c'est normal. On parle de bradycardie chez le jeune nourrisson de moins de 1 an si c'est inférieur à 80 battements par minute. Une tachycardie si c'est supérieur à 180 battements par minute. Donc vous voyez que ça dépend de l'âge et c'est très important de connaître pour évaluer l'état circulatoire de l'enfant. La pression artérielle aussi, il y a des tableaux, donc ça dépend de l'âge aussi. Pour les nouveau-nés, 60 mm de mercure, la systolique, elle est normale. Pour les nourrissons plus grands, donc 80, elle est normale. Et chez le grand enfant, on arrive comme l'adulte, 12, 9. Donc on parle d'hypotension si c'est inférieur à 9 de systolie. Pour le pouls, on palpe le pouls facilement en fémoral chez le petit nourrisson et en huméral. Et ça reflète le volume d'éjection. Pour la perfusion périphérique, on évalue généralement par la couleur de la peau. Est-ce qu'il est marbré ou non? Est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il y a une cyanose périphérique? Donc, et on évalue le temps de recoloration. C'est une petite compression au niveau de la peau chez le nourrisson. Et il faut calculer, ça doit être inférieur à 3 secondes. Pour la précharge, donc ça reflète l'insuffisance cardiaque ou la surcharge volumique. Donc on va voir la taille du foie, la flèche hépatique, la distension des veines jugulaires chez le grand enfant et l'auscultation pulmonaire bien sûr. Les messages à retenir, donc on évalue l'état hémodynamique par la fréquence cardiaque et les 4 P, pouls, pression artérielle, perfusion périphérique et la précharge. La prise en charge, elle doit être agressive, toute seconde compte au début. Donc on va voir ça à travers quelques cas cliniques. J'ai choisi quelques urgences et on va discuter ensemble. Donc vous êtes aux urgences, vous avez 3 cas. Le premier cas a fait donc son inscription à 13h.
C'est un enfant âgé de 8 ans qui consulte pour température à 40. Deuxième cas, il a fait son enregistrement à 13h55. C'est un nouveau-né, presque, 29 jours, qui consulte pour fièvre avec refus de biberon. Le troisième cas, 14h45, c'est un nourrisson de 8 mois qui consulte pour vomissement et il est apyrétique. Quel ordre, d'après vous, il faut voir ces enfants? Le 2, très bien. Pourquoi? Il y a le refus de tétée, donc le risque important d'hypoglycémie. Il y a l'âge aussi, c'est très important. Et il est fébrile. Donc à cet âge, il faut penser aux infections sévères et ça peut être très atypique. Donc on va prendre en premier lieu le cas numéro 2 en premier lieu. Donc Maïssa, c'est un nourrisson âgé de 29 jours. Elle consulte pour fièvre et refus de biberon. Quelle est votre conduite à tenir immédiate? Dextro, très bien. Donc on va faire un dextro. On va évaluer l'état neurologique de l'enfant parce qu'il faut penser à l'urgence infectieuse ici. C'est la méningite, l'infection du système nerveux central. Même si on n'a pas donc, tous les signes, à cet âge, moins de 3 mois, l'APL elle est systématique. L'état hémodynamique, bien sûr, on va évaluer le TRC. Est-ce qu'elle a des marbrures? Donc vous voyez l'aspect de la peau de cet enfant et elle avait une fréquence cardiaque à 200 battements par minute. Donc, elle a des marbrures, TRC allongé. Quelle serait votre conduite immédiate? C'est un état de choc. On va faire un remplissage et il faut donner les antibiotiques le plus rapide que possible. Elle est fébrile devant l'âge, donc il faut agir vite. Donc, notre enfant, elle a une fièvre, elle a une tachycardie, elle a donc des anomalies circulatoires et elle a des troubles vasomoteurs. On est dans le cadre d'état de choc septique, très probablement. Donc, l'état de choc septique, quand il faut l'évoquer chez l'enfant, devant la triade, donc fièvre, tachycardie et troubles vasomoteurs, il faut penser au choc septique, s'il y a cette association. On suspecte l'infection s'il y a une fièvre ou hypothermie aussi chez le jeune nourrisson, c'est un signe d'infection. Donc, les signes d'hypoperfusion tissulaire, c'est l'altération de l'état de conscience, soit des signes de choc froid, soit des signes de choc chaud. Et bien sûr, l'oligurie, c'est un signe aussi d'hypoperfusion tissulaire. Donc, pour notre enfant, il réagit à la douleur, il a une fréquence respiratoire normale pour l'âge, pas de signe de lutte, l'auscultation elle est normale, il a une saturation qui est correcte, il a une altération de l'état hémodynamique, tachycardie, hypotension, les pouls sont faibles, les extrémités sont froides, sans gros foie. Donc, c'est un état de choc, il faut alerter SAMU, donc on prend en charge, on donne un remplissage. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va alerter SAMU, réanimation pédiatrique, il faut l'appeler pour trouver une place, il faut l'hospitaliser chez cet enfant. On peut mettre une voie intra-osseuse, si on ne peut pas faire une voie intraveineuse, parce que c'est difficile généralement chez l'enfant qui a des troubles, donc atteintes circulatoires. Remplissage, 20 ml par kilo, et il faut commencer les antibiotiques devant ce cas. Donc, il faut rapidement commencer les antibiotiques. Fièvre, état de choc, ça évoque l'état de choc septique. Il faut commencer tôt. Donc, toute minute compte. Les messages à retenir à travers ce cas clinique. Donc, il faut reconnaître précocement un état de choc septique. Il faut faire un remplissage vasculaire immédiat. Commencer les antibiotiques précocement à la première heure. Et il faut bien sûr faire un bon conditionnement, ça retentit sur le pronostic. On peut faire une voie intra-osseuse si c'est difficile de faire une voie intraveineuse. Et c'est très difficile à cet âge avec ces troubles de l'état hémodynamique. Bon, la voie intra-osseuse, j'ai mis ici le repère et on peut le faire avec un trocar où la femme a des systèmes spéciaux, que ça existe pour les urgences de pédiatrie ou la réanimation pédiatrique. Donc, chez l'enfant, il faut reconnaître les particularités de choc chez l'enfant. L'enfant, il tient longtemps et plonge brutalement. Dès le message, donc, il faut donc reconnaître l'installation du choc sur les petits signes. Une tachycardie, c'est très important d'être vigilant. Le gênement, les marbrures, ce sont des signes qui sont précoces. L'angoisse des parents aussi, l'hypotension, elle est généralement plus tardive. Et généralement, il est trop tard, l'hypotension, elle s'installe.
Donc, pour notre patiente, c'était une méningite. Vous voyez sa PL ici. Et là, juste une petite parenthèse sur le traitement de méningite à cet âge. C'est une trithérapie et on rajoute l'oflocète dans la crainte de ventriculite pendant 4 à 5 jours. Le deuxième cas clinique, c'est le cas d'un nourrisson âgé de 6 mois qui est là pour vomissement. Il a une sœur qui a une diarrhée, il n'a pas d'antécédents pathologiques notables. On a évalué la gravité de cet enfant. Il était apathique, irritable. Vous voyez ici les cernes oculaires. Il était tachycarde aussi. Il a une respiration ample, c'est un signe d'acidose. Et vous voyez donc la fontanelle qui est déprimée et le pli cutané qui est persistant. Il a des marbrures aussi. Et le TRC, il était limite, 3 secondes exactement. Donc, c'est une déshydratation. Et selon le score, c'est une déshydratation qui est sévère. Ou déjà, le nourrisson qui a une altération de l'état hémodynamique, directement, on le met dans le stade sévère. Et il faut le prendre en charge comme déshydratation sévère. Donc, votre diagnostic, c'est une déshydratation. Cet enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, il faut faire le remplissage. On peut faire beaucoup de remplissage, donc 20 cc kg de sérum phi, et on évalue bien sûr, et on peut rajouter les amines si bien sûr c'est nécessaire. Après 3 remplissages, l'enfant il est moins tachycarde, il n'y a pas absence de marbrure, il faut faire le bilan, et là juste une petite parenthèse, pour l'acidose, il ne faut pas corriger l'acidose, l'hydratation ça va corriger l'acidose bien sûr. Il faut être vigilant, l'hypocalémie, donc la calémie corrigée toujours, pour savoir la corriger. Et on peut donner, après le remplissage, une perfusion, un débit continu, 150 cc kg par jour. Après la première miction, bien sûr, on rajoute le potassium si le potassium au début il est normal. Là, pour cet enfant, le piège à ne pas méconnaître, cet enfant, il était bien, il s'est amélioré, et après il a revomi. Il est revenu qu'il a déshydraté, donc marbré toujours. Donc le message, il ne faut pas oublier, il n'avait pas de diarrhée comme sa sœur, il ne faut pas oublier les urgences chirurgicales, c'était une invagination intestinale aiguë. Le troisième cas clinique, c'est le cas d'un enfant de 6 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers notables. Elle consulte pour fièvre qui évolue depuis 24 heures et elle vomit. Elle a pris un traitement symptomatique, mais ça ne s'améliore pas. L'examen clinique trouve une angine, tachycarde, tension correcte. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de syndrome méningé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre diagnostic? À travers ce cas clinique, j'insiste d'examiner la peau chez un enfant qui a des vomissements qui persistent, même s'il n'y a pas de signes neurologiques. Il faut penser toujours à voir est-ce qu'il y a des taches purpuriques. Il faut se méfier. Le purpura fulminans, généralement, ça prend, le diagnostic n'est pas typique au début, donc ça ne coûte rien d'examiner la peau. Donc vous voyez ici que les signes de méningite peuvent ne pas être présents et la forme classique et tout, ça arrive après 8 à 19 heures. Donc l'apparition de l'éruption peut être tardive. Donc le purpura fulminans, c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Vous voyez, il y a des études qui montrent ça et avec un taux de décès qui est de 50%. Le traitement, c'est le même que le traitement d'un état de choc septique. Donc il faut remplir, donner des antibiotiques rapidement et on peut aussi corriger donc donner de l'antipyrétique. S'il y a une hypoglycémie, bien sûr, il faut la corriger. Les corticoïdes aussi, le message, il faut donner les corticoïdes dès le début, 100 mg par mètre carré de surface corporelle par jour en 4 injections. Et il vaut mieux commencer la première injection au cabinet du pédiatre ou donc aux urgences. Bien sûr, il faut donner les amines si nécessaire. Et je passe au 4e cas clinique, c'est le cas d'un nourrisson, un garçon, Ahmed, âgé de 9 mois, qui consulte pour dyspnée aiguë. Il joue dans son parc, il était bien, il était seul dans la chambre. Peu après, la mère le trouve dyspnéique. Dans l'école comme Hamamtou fait diagnostic, corps étranger intrabronchique. L'enfant, il arrive, il était cyanosé, mais il est conscient. Il a une dyspnée inspiratoire, un tirage susternal, il a un stridor. Donc l'obstacle, il est situé. Donc l'obstacle, il est ostué, c'est un corps étranger. Obstruction des voies aériennes supérieures. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il est conscient,
on peut faire donc les 5 tapes sur le dos et bien sûr les 5 compressions thoraciques pour essayer de sortir le corps étranger. Si les manœuvres sont efficaces, donc le corps étranger être expulsé. On peut mettre l'enfant en position latérale de sécurité et essayer de transférer l'enfant en ORL pour la bronchoscopie. Si les manœuvres sont inefficaces, on peut essayer la ventilation au ballon en attendant le secours, donc le SBUR. On peut essayer l'intubation si on a la main et le matériel, bien sûr, ou attendre l'arrivée du SAMU et on essaye de répéter les manœuvres. Peut-être ça sort le corps étranger. Et il vaut mieux le transférer en urgence, en ORL, pour extraction du corps étranger en urgence. Là, le message à travers donc, ce cas clinique, c'est devant une dyspnée chez un nourrisson d'apparition brutale, il faut penser au corps étranger, demander la radio et on va voir la symétrie qui est très évocateur. Et dès qu'on a évoqué ce diagnostic, il faut l'adresser pour bronchoscopie. Le dernier cas clinique, donc je vais faire vite. Fers, âgé de 18 mois, il consulte pour fièvre. Il tousse depuis une semaine, il est fébrile et au moment de l'examen, vous l'examinez, il fait une crise convulsive, tonico-clonique, partielle, à droite, avec fixité de regard. Quelle serait votre conduite immédiate au cabinet? Donc on va donner du Valium intrarectal, 0,5 mg/kg sans dépasser 10. Il faut toujours avoir le réflexe de faire le dextro, parce qu'il y a beaucoup d'hypoglycémie qui se manifeste comme ça. Si l'enfant il reconvulse, on peut donner une deuxième dose. Mais si il fait troisième convulsion, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, on passe rapidement au gardénal. Est-ce qu'on peut donner le gardénal dans le cabinet? C'est possible, mais à condition que vous avez quand même le matériel adéquat dans votre cabinet, quand même le minimum de trousses d'urgence. Donc, on peut donner le gardénal. À défaut de l'IV, on peut donner IM. Pour les nourrissons, 10 à 20 mg par jour, plus que 30 mois, 20 à 40 mg par jour. À l'hôpital, bien sûr, on va donner le gardénal, et si ça ne cède pas, on peut passer au Rivotril. Donc, les messages qu'il faut insister à travers cette présentation, qu'il faut bien connaître les techniques de réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique de base, suivre les mises à jour, entretenir les compétences en soins spécialisés, en réanimation pédiatrique. Bien sûr, il faut de la pratique. Et rédiger des protocoles écrits des urgences les plus fréquentes dans un lieu facilement accessible, les protocoles يبداو معلقين. Afficher une liste numéro de téléphone utile pour les situations d'urgence vitale. Conserver un stock minimal de matériel d'urgence dans votre cabinet. Et en conclusion, donc les urgences pédiatriques peuvent avoir des conséquences lourdes, comme l'arrêt cardio-respiratoire, les décès. La rapidité de l'évaluation d'un enfant gravement malade par la connaissance de quelques repères simples et des premiers gestes entrepris sont déterminants dans le pronostic vital. Et les urgences méritent une anticipation de la part du médecin en termes de mise en place de procédures, d'équipements et de formation spécifiques. Voilà, merci. Désolée pour le dépassement. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Urgence pédiatrique. Oui, là. Tout d'abord, merci pour cette excellente présentation. Dans l'état de choc, les 2 premiers cas, vous avez montré, les malades étaient vraiment choqués. Et souvent, on oublie quelque chose qui est facile à faire, c'est l'oxygène. L'oxygène, il ne peut que diminuer cette dette en oxygène. On le sait très bien qu'au cours d'un état de choc, on ne pense à l'oxygène qu'en détresse respiratoire. Or, au contraire, je pense que même quand il y a un état de choc, souvent on oublie ça. On oublie de mettre de l'oxygène pour optimiser le transport d'oxygène et améliorer la consommation cellulaire de l'oxygène. Tout à fait d'accord, Riyad. Bien sûr, l'oxygénothérapie parmi les premiers gestes. Riyad, je ne cherche pas la polémique, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Quand on peut en parler un peu plus tard, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait l'urgence pédiatrique en même temps que l'adulte, comme ça peut arriver?
Oui, on a à Alger, hein, c'est ce qu'il y a. En presbytérie. Question, oui. Bonjour, ce n'est pas une question, mais une remarque à propos de notre formation comme spécialiste en médecine d'urgence, surtout ceux qui vont travailler aux hôpitaux intérieurs. Parfois, il n'y a pas de pédiatre en garde, il n'y a pas de radiologue en garde. Donc, je propose que durant notre formation, il faut avoir un passage obligatoire par une urgence pédiatrique et un passage obligatoire par un centre de radiologie, surtout en garde. Comme a dit la lecture précédente, qu'il faut savoir comment rédiger une demande de scanner ou d'échographie. Donc, on ne peut pas voir comment expliquer que lorsqu'on est recevant. Lorsqu'on reçoit cette demande, et on analyse cette demande, on va être excellent en demander cet examen complémentaire. Donc, je propose ces deux passages qui sont peut-être obligatoires pour ceux qui vont travailler dans un centre, dans un hôpital polyvalent qui accepte les urgences pédiatriques et polyvalents. On est des bons, on sait bien intuber, on sait bien faire des thrombolyses mieux que les cardiologues, mais en matière de pédiatrie, parfois on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et merci. Il n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, hein? C'est obligatoire ou non? Ah? Non. Donc optionnel. Bon. En tout cas, c'est une remarque intéressante. Optionnel, ça peut changer, ça peut devenir obligatoire. D'accord. Donc, après votre permission, on va passer à la dernière intervention de ce congrès. Donc, Olfa, tu vas avoir l'honneur de clôturer ce congrès par ton intervention sur la médecine d'urgence gériatrique. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir permis effectivement cette occasion de parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. Je sais que c'est la fin et que les fins sont toujours difficiles, mais je vais vous demander de patienter juste encore 20 minutes pour avoir quelques réflexions ensemble concernant notre place forte, intéressante sur la prise en charge d'une population qui pose beaucoup de problèmes pour les sociétés savantes, pour la pratique courante, qui est la population gériatrique. Et quand on parle de problèmes, ça va commencer dès la définition, parce que les sociétés savantes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'OMS, elle définit un sujet âgé, une personne âgée à partir de 60 ans. Alors c'est valide pour les procédures administratives et pour le placement en maison de retraite. Toutefois, la majorité des études, et même cette même société savante, même l'OMS, elle est d'accord sur le fait que les personnes âgées qui posent plus de problèmes, ce sont les plus de 80 ans, vu leur polypathologie. Et donc, sur ce même papier, depuis 2015, l'OMS, elle dit que les personnes âgées de 70 ans actuelles, ils représentent ou ils sont équivalents aux personnes âgées de 60 ans il y a une dizaine d'années. Ceci est dû au fait que la qualité de vie, elle est meilleure, l'espérance de vie, elle est meilleure, et ça explique également l'accroissement important de cette proportion, de cette population, et donc y compris aux urgences. Quand on parle de statistiques dans le monde, entre 2015 et 2050, les personnes âgées de plus de 60 ans vont se multiplier par 2. Et d'ici 2020, les 60 ans, les plus de 60 ans vont même dépasser les moins de 5 ans. Et plus grave encore, c'est qu'on aura moins de temps, les pays en voie de développement, ils auront moins de temps de s'adapter parce que 80% des sujets âgés, donc d'ici 2050, vont vivre dans les pays à faible revenu.
Et comme on en fait partie, nos statistiques tunisiennes sont dans ce sens. Et il est estimé qu'à partir de 2040, l'espérance de vie à la naissance va dépasser les 80 ans pour les femmes et pour les hommes, et qu'on doit s'adapter à cette catégorie. Justement, c'est un papier tunisien qui est paru en 2014 qui parle sur le plan épidémiologique des sujets âgés dans les structures de première ligne et qui a trouvé que donc la proportion des personnes âgées consultant dans les dispensaires et dans les hôpitaux de première ligne est de l'ordre de 13,5%, chiffre qui est assez proche des chiffres européens de 14% en Angleterre, par exemple. Et de ce fait, on est un peu obligé de les prendre en charge. Ce n'est pas un mariage d'amour, comme on dit. Les personnes âgées et les urgences, c'est plus un mariage de raison. Et en parlant de raison, parce que justement, il faudra raisonner devant tout sujet âgé aux urgences du fait de la disparité de la présentation clinique et de la disparité des capacités physiques pour la même tranche d'âge. Donc, on aura pour les 80 ans et plus des sujets qui sont totalement autonomes et d'autres qui ne le sont pas. Ceci est expliqué par l'évolution physiologique qui explique elle-même le vieillissement. Ce vieillissement, il va induire une diminution des réserves fonctionnelles. Il va également être encore plus accéléré par les affections chroniques qui vont agir et interagir entre elles. Et également, cette décompensation fonctionnelle, elle est expliquée par les facteurs de décompensation multiples, donc aigus, pathologies iatrogènes et également psychologiques. Donc, médecine d'urgence gériatrique, elle devrait être équivalente à 5 questions. Devant chaque personne âgée, il faudra se poser ces 5 questions. Est-ce qu'il faudra qu'on l'hospitalise ou pas? Comment examiner cette personne âgée? Comment l'explorer? Comment l'évaluer? Et surtout, comment l'orienter par la suite? Alors, pour la toute première question, comme ça a été présenté pour les sujets adultes, les enfants, cette approche ABCDE est aussi importante pour les personnes âgées, d'autant plus que cette population est encore plus sujette à avoir des affections dites en cascade et il y aura l'aggravation d'une fonction vitale par une pathologie qui atteint l'autre fonction. Donc, chaque fois qu'il y a une détresse vitale, ça soulage le médecin parce que c'est un sujet à hospitaliser et donc par la suite il faudra juste avoir la hiérarchie d'examen clinique et paraclinique et à juste titre comment l'examiner, comment l'explorer et comment l'évaluer. Parce qu'on a dit que pour la même tranche d'âge, on peut avoir plusieurs présentations et il y aura des sujets âgés robustes qui ont toutes leurs capacités physiques. On peut avoir des sujets âgés aux urgences dans le même âge qui sont totalement dépendants et donc c'est un peu facile de les détecter aux urgences. Ça va faciliter leur orientation également. Et pour la tranche du sujet âgé la plus difficile à prendre en charge aux urgences, ce sont les personnes âgées fragiles et qui sera difficile parfois de détecter et de prendre en charge parce qu'ils sont parfois incapables de demander de l'aide ou ils ne vont pas montrer de signes cliniques évidents de fragilité et de demande d'aide. Donc, comment faire en fait? Cette fragilité, c'est de notre tâche aux urgences de la détecter parce que l'installation d'un état de pré-fragilité ou de fragilité, ça ne va que accélérer ce phénomène de vieillissement physiologique et donc ça va accélérer la survenue de complications parfois irréversibles et même létales. Vous voyez ces deux courbes avec l'installation aiguë d'un phénomène donc intercurrent qui va ne faire que diminuer l'espérance de vie ou diminuer la qualité de vie et de survie. Cette fragilité, on en parle depuis une dizaine d'années et plus dans la littérature et c'est un papier qui est assez récent, en 2014, qui dit que oui, c'est un concept qui est assez solide et robuste pour les personnes âgées, surtout aux urgences. Toutefois, les méthodes d'évaluation de la fragilité sont encore fragiles, d'où l'intérêt de se focaliser dessus et d'avoir une approche assez protocolaire aux urgences. Et sur ce même papier, il a étudié 2 présentations cliniques de 2 dames de 81 ans qui sont toutes les 2 hypertendues et dyslipidémiques, qui sont venues et ont été hospitalisées pour une pyélonéphrite due à un germe qui est sensible et avec toutes les 2 une instabilité hémodynamique. Alors, au tout début, elles étaient totalement indépendantes.
Toutefois, l'évolution, elle a été diamétralement opposée, puisque la première dame, elle est sortie au bout de 9 jours, totalement indépendante comme elle était, sans demande d'aide à domicile, alors que la deuxième, elle n'est partie à domicile qu'au bout de 35 jours, et elle est devenue partiellement dépendante. Donc pourquoi cette évolution, bien qu'elles aient eu les mêmes antécédents, la même présentation et le même germe? Eh bien parce qu'il y a des syndromes gériatriques et qu'il est important de les détecter aux urgences. Et ça a été démontré à partir de ce papier de 2012 que l'intérêt de la détection précoce de ces syndromes gériatriques dès les urgences peut diminuer et peut avoir un impact sur la réduction de la mortalité jusqu'à 1 année après ce passage aux urgences. À juste titre, ou à titre d'exemple, la détection des états confusionnels, elle est faite dans le quart des cas aux urgences, et l'apparition d'un syndrome confusionnel, il va multiplier par 2 jusqu'à 3 le risque de mortalité à 1 année. Rien que la polymédication, elle peut augmenter le risque de mortalité à pratiquement 2. Et donc, il faut savoir évaluer. Il est de notre rôle de détecter cette fragilité et d'évaluer ces sujets âgés. Et les sociétés savantes ont même élaboré un texte de recommandation qui a été fait conjointement par les sociétés américaines de médecine d'urgence et de gériatrie. Ça a été publié en 2014 et il a insisté sur le rôle central des urgences dans la prise en charge des sujets âgés, quel que soit leur mode d'entrée aux urgences, qu'il faudra essayer d'exploiter tous les moyens diagnostiques disponibles et d'avoir des communications avec les différents services parallèles aux urgences, et que leur mode de sortie des urgences, il est divers. Ça peut être une hospitalisation en urgence, en réanimation, en hôpital de jour ou une hospitalisation différée programmée. Mais avant tout ça, comment examiner? On n'a pas répondu à cette question. Comment les explorer et les évaluer? Alors pour ce, il y a une boîte à outils qui est recommandée par ce texte de 2014 sur le comment examiner. Il faut savoir qu'en population gériatrique, donc chaque fois qu'un symptôme est présent, eh ben c'est mieux parce qu'il peut éclairer la situation, il peut augmenter les chances d'avoir un diagnostic au moins suspecté. Toutefois, le contraire n'est pas toujours vrai, puisqu'un symptôme qui n'est pas présent, il ne va pas pouvoir exclure un diagnostic auquel on pense, et encore, ce qui va alourdir la tâche d'examen et de démarche diagnostique, c'est que les symptômes des complications des sujets âgés aux urgences sont souvent dominés par un tableau général, un tableau confusionnel qui peut être dû à tout et à n'importe quoi, chose pour laquelle il faudra à chaque fois, on y revient, avoir cette approche d'évaluation globale, fonction par fonction, oui pour éliminer une urgence vitale, mais également pour détecter une dysfonction dans l'un de ces appareils. Donc cette approche ABCDE, elle est très intéressante pour la détection des affections aiguës à type de cascade, mais comme ce sont des sujets âgés, on ne va pas s'arrêter à 5 lettres, d'autant plus qu'on a 26 dans l'alphabet, et chose pour laquelle il faudra évaluer 4 autres lettres, le F, G, H, I, donc on va aller du A jusqu'au I pour les sujets âgés. Alors F pour l'évaluation du milieu familial, parce qu'un sujet âgé, surtout lorsqu'il est partiellement dépendant ou totalement dépendant, il va dépendre de sa famille. Donc il faudra évaluer la présence de la famille, ses conditions sociales, économiques et le degré d'acceptation et de capacité à prendre en charge leurs parents, parce que même les familles ils peuvent en avoir marre et ils peuvent être fatigués de leur sujet âgé et ils peuvent avoir un petit congé, si ce n'est de quelques jours, pour prendre un peu le souffle de prise en charge assez lourde parfois de ces sujets âgés. Le G pour l'évaluation gériatrique de l'autonomie, des comorbidités, de l'état cognitif, et il y a beaucoup d'autres éléments gériatriques à évaluer. On a dit qu'il y a des syndromes gériatriques. Alors pour ceux, il y a beaucoup d'outils, il y a plus qu'une vingtaine de scores validés aux urgences. On ne va pas tous les voir, il faudra juste avoir le réflexe que ça existe, qu'il faudra probablement en instaurer dans nos urgences quelques échelles pour évaluer les sujets âgés qui viennent aux urgences. Le plus utilisé, le plus simple et le plus validé aux urgences, c'est l'outil d'identification des seniors à risque qui se base sur 6 questions. Plus le score il est élevé, plus le sujet est fragile, et à partir de 2 points, il est
étiquetés fragiles et il faudra en tenir compte pour le risque de récidive de consultation, pour le risque d'aggravation et de mortalité. Il y a d'autres scores pour évaluer l'état cognitif, donc les activités de jour. Donc on ne va pas s'y attarder parce que c'est très variable. Donc le mini-GDS sur 4 items, vous voyez, ils sont tous assez simples. Ils vont se baser sur 6 à maximum 10 questions.